Je suis Grégory Kenneth, historien de l'environnement. Qu'est-ce qu'un historien de l'environnement? C'est quelqu'un qui considère que ce qu'on appelle nature, disons ce qui est extérieur aux hommes et aux sociétés humaines, n'est pas simplement un décor, une toile de fond immobile, ou alors un stock, une ressource illimitée à la disposition des humains, mais bien au contraire un ensemble d'êtres, d'existants, c'est-à-dire aussi bien des animaux, des plantes, des formes du relief, la mer, etc., qui sont des acteurs à part entière de l'histoire. Acteurs à part entière de l'histoire, non pas parce qu'ils auraient une intentionnalité équivalente à celle des hommes, mais parce qu'ils sont pris dans des processus, dans des dynamiques qui constituent même le cours du changement historique et social. Et ça, c'est une modification profonde, puisque si l'on regarde l'histoire telle qu'elle a été pratiquée pendant assez longtemps, telle qu'elle est pratiquée majoritairement, eh bien, ce qu'on appelle nature, tous ces êtres, tous ces existants dont j'ai parlé, n'interviennent quasiment pas. Vous pouvez ouvrir n'importe quel livre d'histoire et vous verrez que jamais on ne vous parlera, lorsque l'on évoque la Seconde Guerre mondiale, l'histoire du Second Empire, l'Empire romain, la monarchie absolue, etc. Eh bien, jamais on n'évoque ni le climat, ni les animaux, ni les sols, ni même les paysages. Et c'est une rupture qui, mise à distance, et c'est tout le sens de mon travail, qui a eu des conséquences profondes puisqu'elle participe, avec d'autres dispositifs, à une mise à distance, finalement, à une invisibilisation d'un ensemble d'éléments qui sont partie constitutive de l'histoire humaine. C'est-à-dire que cette invisibilisation a donné aux sociétés humaines l'impression illusoire que la nature, finalement, était quelque chose sans limite, à notre disposition, qui n'existait, qui n'intervenait que lorsque l'on la décrivait, lorsqu'on la transformait, lorsqu'on la vendait, etc. On voit bien aujourd'hui que, bien au contraire, eh bien, toutes ces choses qui nous entourent sont des éléments centraux qui participent à la crise de nos sociétés et qui font buter ces sociétés sur leurs propres limites. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que des sociétés du passé n'ont pas eu conscience de problèmes écologiques, même si elles utilisaient d'autres termes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu conscience de limites, mais eh bien, pendant des siècles, on était dans une planète finalement encore suffisamment grande pour les humains qui l'habitaient. Et donc au fur et à mesure des problèmes écologiques, il était tout à fait possible soit de les exporter dans des terres lointaines, pour extraire les ressources ou déplacer les pollutions, soit tout simplement d'abandonner des territoires pour en utiliser d'autres. Le problème dans lequel se trouve, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, eh bien, c'est que notre planète, avec le nombre des hommes qui l'occupent, ne permet plus de faire cela. Et de fait, nous utilisons aujourd'hui plusieurs planètes alors que nous n'en avons qu'une seule. En tant qu'historien, donc, eh bien, j'aide à rendre visible avec d'autres, tout cet ensemble. Ce qui revient aussi à s'interroger, et ça c'est une deuxième dimension, qui est une dimension réflexive, qui est à s'interroger sur les dispositifs finalement qui ont produit cette mise à distance, qui ont agi sur la nature, qui l'ont transformée. Et ces dispositifs sont extrêmement variés, puisque c'est à la fois les structures de l'économie, les modes de propriété, le droit, les différentes formes d'appropriation, mais aussi la mise en spectacle de la nature, le fait de la qualifier comme belle, comme de vouloir en jouir, de la qualifier positivement. Et donc cette dimension réflexive, elle est aujourd'hui absolument essentielle parce que finalement, une des choses qui me frappe en tant qu'historien, c'est que c'est cette façon dont finalement nos sociétés aujourd'hui ont du mal à articuler passé, présent et futur, c'est-à-dire à la fois à donner un sens à un avenir qui s'est estompé en tant que promesse d'un lendemain radieux, meilleur, promesse d'avenir, et d'un passé qui semble finalement peu utile par rapport à un présent qui s'accélère, qui change à toute vitesse. Or, au contraire, pour moi comme historien, et c'est le troisième sens que je donnerai à mon action, cette articulation passé, présent et futur est absolument centrale et l'incapacité à lier les trois est à mon sens une des raisons de la crise de nos sociétés. En tant que scientifique,
Nous avons d'ailleurs une part de responsabilité à cet égard, puisque les sciences ont été constituées pour des raisons légitimes, qui étaient la nécessité pour connaître de découper ce qui nous entoure, de constituer des objets. Eh bien, elles auraient même participé à cette forme de sectorisation, cet éclatement. Et tout l'enjeu des rencontres qui nous occupent aujourd'hui, eh bien, c'est justement de faire dialoguer des disciplines qui ont été séparées les unes des autres, pour des raisons tout à fait compréhensibles et légitimes, mais qui aujourd'hui doivent se rencontrer, constituer des points de passage. Et c'était quelque chose dont il ne faut pas sous-estimer la difficulté. On est finalement, la plupart de nos sciences sont des sciences qui se constituaient comme sciences à la fin du 19e siècle, qui sont institutionnalisées, et qui sont des sciences d'un monde qui était celui de l'industrialisation, de la croyance envers le progrès, d'une croyance absolue envers la science. Eh bien, c'est justement aujourd'hui tout ceci qui est questionné. Et il faut, pour réussir à faire dialoguer autrement des disciplines, constituer ces points de passage, un langage commun, constituer du commun, qui est l'enjeu central de nos disciplines, il faut un lieu exceptionnel, tel l'abbaye de Beauport, parce que cela demande à la fois du temps, de la friction et des points de rencontre et de connexion à construire.